j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va donc être la vidéo sortie livresque du mois d'avril. Je vous ai repéré 27 grands formats, uniquement 2 poches il me semble, et 3 BD pour cette fois-ci. Alors avant de commencer, je voudrais donc vous parler des résultats de du petit sondage que j'avais fait donc sur ma dernière vidéo sortie livresque. Je vous avais proposé de me choisir une lecture parmi tous les romans que je vous présentais. Il y a eu une égalité entre 2 romans. Le premier, c'est Les Cartographes de Peng Schaeffer aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et le second, c'est La Chasseuse et l'Alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang. Donc il y a eu égalité entre ces deux. Pour pouvoir les départager, j'ai fait un petit sondage Instagram pour compléter. Et le résultat, c'est les cartographes donc, qui ont gagné 10 voix contre 7, je crois, sur Instagram. Donc je vais me procurer pendant ce mois ce roman. Je le lirai et je vous en parlerai dans mon point lecture du mois d'avril, du coup. Voilà. Alors, pour petit rappel quand même, pour ce roman, on est dans un SF. On suit Nell qui découvre une vieille carte dans les affaires de son père lorsqu'elle les classe après son décès. Et cette carte a des points mystérieux. Donc, elle décide de recontacter les anciens amis de son père pour déchiffrer cette carte. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'ai besoin de savoir. J'avais très envie de le découvrir. Comme La Chasseuse et l'Alchimiste, hein, je vous le dis, hein, puisque je me le suis commandé aussi. Donc... je lirai les deux, mais ma priorité sera forcément sur les cartographes puisque c'est celui que vous m'avez choisi. J'en profite pour réitérer l'expérience si ça vous tente parmi tous les romans que je vais vous présenter pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez envie que je me procure pour le lire et pour vous faire une chronique. Vous pouvez choisir n'importe quel grand format, sauf si bien sûr c'est des tomes 2 ou 3 et dont je n'ai pas les premiers tomes puisque je n'aurai pas le temps de vous les lire pour le mois de mai. Donc surtout évitez cela. Et concernant les 2 poches, il y en a un que j'ai déjà lu, donc à moins que vous vouliez vraiment que je lise l'autre, ben, vous pouvez aussi choisir cette autre poche. Vous pouvez aussi choisir un graphique, tout me va, enfin voilà, vous avez compris. On va tout de suite commencer cette présentation puisque comme je vous disais, il y a quand même 27 grands formats à vous présenter, donc on y va. Alors, le tout premier que je vais vous présenter s'intitule Camp Zéro. C'est de Michel Min Stirling et c'est sorti, ou ça va sortir, chez Brajlon le 5 avril. Donc, on est dans un post-apo après le réchauffement climatique qui a fait s'effondrer l'industrie pétrolière. Les températures sont intolérables, enfin, vous voyez un petit peu le genre. Les riches vivent dans des cités flottantes et les autres tentent de survivre en dehors. Et on va suivre Rose qui en fait espère un avenir meilleur parce qu'elle va réussir à se faire recruter comme hôtesse dans un club très privé de la cité. Voyez un petit peu le genre, ça a l'air plutôt intéressant. Ensuite, j'ai repéré D'Artagnan, agent secret du roi de Patrick Maxpert qui sort chez Brajlon, toujours, le 5 avril. Dans cette histoire, on est en 1643 et on va suivre la toute première mission secrète de D'Artagnan pour le cardinal Mazarin. Donc ça peut être une histoire vraiment intéressante de découvrir ce qu'a imaginé cet auteur pour les débuts de D'Artagnan. Donc ça a l'air pas mal. Je connais cet auteur de nom, mais je n'ai encore jamais essayé, donc ça serait peut-être l'occasion. Toujours le 5 avril, il y a pas mal de sorties, comme vous savez, en début de mois, c'est toujours propice aux sorties. On va découvrir Éclat dormant d'Alix E. Harrow aux éditions Hachette. Donc là, je vais carrément vous lire le petit résumé puisqu'il est très court. Zinnia, 21 ans ce soir, mourante bientôt. Soudain, sa vie bascule dans l'univers des belles endormies. Une réinvention passionnante, submersive et féministe de la Belle au bois dormant. Il me suffisait que de ça, sachant que vous le voyez sur la photo, la couve a l'air d'être très jolie. Et l'objet livre aussi, vous savez, avec la tranche, alors c'est un nom, j'ai oublié lequel, bref, coloré, ça a l'air vraiment d'être un bel objet livre. On reste donc sur le 5 avril avec la sortie de Le Pays sans lune de Simon Géménez aux éditions J'ai lu. Donc c'est dans leur collection Nouveau Millénaire, je crois, enfin, il me semble.
Donc là, on est aussi sur un petit résumé que je vais vous lire, puisque voilà, j'ai décidé que quand les résumés étaient courts, de vous les lire, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, le trône de la lune saigne la terre et opprime ses sujets en usant de pouvoirs effrayants qu'il a hérités d'une divinité enfermée sous le palais. Mais cette dernière s'échappe, aidée de June, un garde brisé par son passé, et de Kema, un paria qui se bat pour son avenir. Elle s'embarque avec ses jeunes compagnons pour un pèlerinage à la recherche d'un moyen de mettre un terme au règne du despote. Ça a l'air d'être un peu un classique de la fantasy, et moi, ça me tente pas mal. On passe ensuite à une sortie toujours du 5 avril, c'est un tome 2 cette fois. C'est le tome 2 de l'Empire des femmes qui s'intitule Ténéros. Le tome 1 est sorti déjà il y a quelque temps, j'ai pas pris la date, je crois en septembre 2022, bref. Et il s'intitulait Sapientia. Donc on est dans un monde dominé par les femmes, elle est la fille d'une puissante, il est homme, donc futur esclave. Sa mission, l'enlever pour renverser le système. Le premier volume d'une duologie antisexiste, ambitieuse et captivante qui renverse les codes pour mieux les dénoncer. Il me semble que le premier tome a eu de très bons retours, donc pourquoi pas me lancer dans cette saga. Ensuite, je vais vous parler d'une saga dont j'ai déjà le premier tome dans ma palle, mais que je n'ai pourtant pas encore commencé. Elle me fait pourtant très envie. On en est déjà à la sortie du tome 5, donc le 5 avril, qui s'intitule Admiration funeste. Je vous rappelle les intitulés des premiers tomes. Le tome 1 s'appelait Succès mortel, s'appelle toujours d'ailleurs. Le tome 2, Inventaire fatal. Le tome 3, Théâtre macabre. Le tome 4, Sinistre réputation. On y suit les enquêtes de Charlie Harris, qui est bibliothécaire à Athéna, dans le Mississippi, et il est accompagné dans ses enquêtes par son fidèle chat Diesel, qui est un Maine Coon, et rien que ça a l'air d'être super cool. Et on termine avec les sorties du 5 avril par le tome 5 déjà de Le Cœur des Dragons, qui s'intitule donc La Discorde des Dieux. J'ai dans ma palle le tome 1 et le tome 2 en e-book. Je n'ai pas encore commencé cette saga. Le tome 1 s'intitule Le Fléau des Rois. Le tome 2, Le Nom de toutes choses. Le tome 3, La Mémoire des âmes. Et le tome 4, La Maison de toujours. On y suit Kirin, qui est fils de ménestrel, qui a été élevé dans une maison close. Et un jour, il est désigné comme le fils d'un cruel seigneur. Et il découvre alors que être prince, c'est pas si bien. Et que c'est bien loin de ce que racontent les histoires de ménestrel. Voilà, je sais que j'avais très envie de le découvrir quand il est sorti tout au début. L'engouement s'est un petit peu tari au fur et à mesure des sorties et le fait que je ne l'ai pas attaqué. Bon, j'ai toujours, comme je vous disais, le tome 1 et le tome 2 dans ma palle, donc j'y viendrai, je pense, un moment ou à un autre. On passe aux sorties du 6 avril avec ceux qu'on rencontre en chemin de Nadia Mikhail aux éditions Slalom. Donc on est proche de la fin du monde, donc vous savez, une histoire où il y a une deadline. On suit Aisha qui part avec sa mère, son petit ami, les parents de son petit ami et un chat qu'elle vient à peine de trouver. Ils partent en fait à travers la Malaisie pour essayer de retrouver la sœur de Aisha qu'ils n'ont pas vue depuis plus de 3 ans. Donc voilà, ils aimeraient la retrouver avant la fin du monde. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je sais que j'ai déjà lu des romans un peu dans ce style-là et en général j'aime bien. Ensuite, j'ai vu que sortait une édition illustrée du Hobbit, illustrée par Alan Lee. Donc le Hobbit, c'est par J.R.R. Tolkien, vous le savez. Et ça va sortir chez les éditions Christian Bourgeois, éditeur. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, je suis tombée dessus complètement par hasard et je me dis que j'aimerais peut-être le feuilleter, en fait s'il le trouvait en librairie, le feuilleter pour voir un petit peu si les illustrations peuvent me plaire, puisque j'ai déjà ce roman dans ma palle, mais tant qu'à faire, si celui-ci de roman illustré peut me plaire, peut-être que me le procurerai et vendrai celui que j'ai déjà. Sachant qu'a priori, la trilogie a également ses albums illustrés chez ce même éditeur, donc peut-être que j'aimerais bien pouvoir les feuilleter pour voir si ça peut me plaire. Donc vous connaissez l'histoire de Bilbo le Hobbit, il est embarqué par Gandalf le magicien dans une aventure avec 13 nains à la poursuite du trésor des nains qui est gardé par le dragon Smaug. Voilà.
C'est une histoire que j'aime beaucoup, j'ai bien aimé les films, mais je préfère le roman pour le coup, et contrairement à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, donc je me dis un titre illustré, et ça serait peut-être cool. Je reste sur les sorties du 6 avril avec L'école des bonnes mères de Chen Jessamine aux éditions Buchet-Chastel. Je ne connais pas non plus ces éditions, mais en fait le résumé m'a pas mal intriguée. On y suit Frida qui est mère célibataire et qui a du mal à joindre les deux bouts. Elle se rencontre un soir qu'elle a oublié un dossier important au travail et elle laisse seule sa fille de 18 mois le temps de faire l'aller-retour pour aller chercher ce fameux dossier. Ses voisins la voient et la dénoncent. La police vient récupérer la petite, on lui enlève sa fille et elle va être envoyée dans un centre de rééducation pour devenir une meilleure mère, enfin une mère, alors je sais plus comment ils disent, une bonne mère, hein, tout simplement. Et ce qui m'a vraiment du coup interpellée pour ce roman, c'est le petit commentaire que je vais vous lire. Entre La Servante écarlate et Orange is the New Black, Jessamine Chen signe un roman glaçant sur les attentes impossibles qui pèsent aujourd'hui sur les femmes, les dérives de la société de surveillance et l'indicible solitude des mères dans une époque qui préfère le jugement au soutien. Voilà, rien que ça, ce petit commentaire m'a vraiment donné envie peut-être de découvrir ce roman. On est toujours sur les sorties du 6 avril avec le dernier roman de Karen Ponte, Prendre la vie comme elle vient, qui sort chez Fleuve Édition. J'aime en général les romans de Karen Ponte, je me note toujours ses sorties, même si je ne franchis pas forcément le pas. Là, je vais vous lire le petit résumé. À l'approche de la quarantaine, Alice, qui a renoncé 20 ans plus tôt à ses rêves de devenir patineuse pour épouser Émeric, trouve son quotidien d'une banalité à mourir. Elle décide d'y remédier, mais le sort s'en charge à sa place. Victime d'un grave accident, Émeric est dans le coma. 3 chemins et autant d'histoires s'offrent à Alice pour réinventer sa vie. Voilà, je ne sais pas ce que ça représente comme type d'histoire, mais en tout cas, je sais que j'aime cette autrice, donc je me note. J'enchaîne avec une sortie du 7 avril de Anne Fakouri, qui s'intitule 3 battements, un silence et qui sort chez Argile. Je me suis noté ce roman parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette autrice, mais j'ai jamais essayé. Et donc j'ai lu ce résumé qui me branche pas mal. On suit Marco qui a grandi dans une famille où les hommes doivent détester les femmes. À l'âge adulte, il vit reclus depuis la mort de son oncle, qui est le seul de ses parents à lui avoir montré un petit peu d'affection et lui avoir initié à la magie. Et tout va être bousculé dans sa vie le jour où il va voir ressurgir son fils, qui avait disparu depuis 8 ans. Et là, il comprend qu'il va falloir qu'il mette fin à la malédiction qui pèse sur sa famille. Ou en tout cas, sur les hommes de sa famille. Voilà, vous voyez un petit peu ce résumé. Encore quelque chose qui, je pense, est un peu féministe. Moi, c'est des lectures qui me plaisent, donc il est noté. Ensuite, je vais vous parler d'une saga qui fait parler un petit peu d'elle, hein, il me semble. C'est le tome 3 qui sort cette fois-ci. En fait, c'est la saga Capitale du Sud. Vous savez, ou pas, que cette saga fait partie, cette trilogie Capitale du Sud fait partie d'un plus grand projet qui s'appelle Le cycle de la Tour de Garde et qui est donc composé de 3 trilogies, l'une écrite par Claire Duvivier et l'autre écrite par Guillaume Chamanadjan. Donc là, on en est au tome 3 de la trilogie de Guillaume Chamanadjan, Capitale du Sud, qui s'intitule Les Contes suspendus. Le tome 1 s'appelait Le sang de la cité et le tome 2, 3 Lucioles. Je ne me rappelle pas les titres des romans de la trilogie écrite par Claire Duvivier. La trilogie s'appelle Capitale du Nord. Et voilà. Et je crois qu'il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis pour l'instant. On suit dans cette saga Capitale du Sud Knox qui vit à la Cité, qui est une grande mégalopole surpeuplée, et il est commis d'épicerie, mais il est aussi lié par une maison bourgeoise par rapport à son enfance, donc que vous découvrez dans le roman. Et en fait, sa vie bascule quand, lors d'une livraison, une cliente lui offre un livre de poésie qui raconte l'origine de la cité. Voilà, et là, il va y avoir des choses très étranges qui vont se passer. J'ai lu le tome 1 de cette saga, j'ai lu le tome 1 de la trilogie Capitale du Nord et pour l'instant je n'ai pas encore continué, mais je pense que je m'y pencherai parce que même si j'ai trouvé ces tomes 1 un peu lents en mise en place, je suis assez intriguée par les histoires, les 2 histoires qui sont racontées, qui ne sont du coup pas les mêmes mais qui sont censées se regrouper à un moment donné.
Je vous parle maintenant d'une saga que j'ai commencé et que j'adore, que j'aime beaucoup, 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 qui est écrite par Marie-Aude Murail. Je pense que vous avez compris de laquelle je veux parler. C'est bien Sauveur et Fils, qui est édité chez l'École des loisirs. Donc là, on a le tome 7 qui sort le 12 avril. Voilà. Je n'ai lu que le tome 1 et le tome 2 de cette saga. J'ai le tome 3 dans ma palle, que je lirai avec grand plaisir très bientôt, j'espère. On en est au tome 7. Cette fois, Marie-Aude Murail, elle a écrit ce tome 7 avec sa fille, Constance Robert Murail. Et on suit toujours Sauveur, qui est psychologue clinicien et qui est père célibataire du jeune Lazare qui a 8 ans. Et on suit aussi bien sa vie personnelle que celle de ses patients, enfin en tout cas à travers ses rendez-vous médicaux. Donc c'était vraiment très touchant. Elle aborde plutôt pas mal de sujets importants et j'aime beaucoup cette saga. Donc on continue à suivre les sorties. Le 13 avril sort le nouveau roman de Christelle Dabose. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu de sortie de sa part. Je ne sais pas si elle a écrit quelque chose depuis La Passe Miroir, mais en tout cas, je l'ai noté puisque La Passe Miroir, même si je n'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant et que je ne suis pas autant hypée que la plupart des gens, j'ai plutôt bien aimé pour l'instant. Donc je me note cette sortie, c'est Ici et seulement ici, et ça sort chez Gallimard Jeunesse. Je vous lis le tout petit résumé qui dit: ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles, ici il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs, et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Voilà, c'est tout ce qui est écrit dans le résumé, et c'est suffisamment intriguant pour donner envie. On reste sur les sorties du 13 avril avec Le garçon qui en savait trop de Hubert Ben Kemoun aux éditions Scrineo. C'est un jeunesse a priori, donc je ne suis pas certaine de me lancer dans cette lecture, mais le résumé m'avait quand même un petit peu titillé. On suit Barnabé qui n'est pas très populaire dans son lycée et un jour donc lui tombe dessus, il peut lire l'avenir de certaines personnes. Alors au début il croit que que c'est complètement inutile, que ça va lui servir à rien, et puis il va commencer à s'en servir et il va peut-être commencer à un petit peu trop s'en servir. Voilà. C'est tout ce qui est écrit dans le résumé et je trouve que c'est plutôt intriguant. Encore le 13 avril sort Violet Made of Storm. Je vais le redire en essayant de articuler et d'avoir un accent un petit peu meilleur. Violet Made of Storm. Non, je crois que j'y arriverai pas. Vous verrez sur le... Non, plutôt de ce côté. Non, de ce côté. Sur la couve, c'est de Gina Chen et ça sort aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. On y suit le destin d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique qui se rencontrent. C'est une espèce de conte de fées sombre et moderne. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. La couverture est très jolie et avec ce petit résumé très court, ça suffit à me tenter. Ensuite, j'ai repéré un roman d'une maison d'édition que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Des livres et du rêve. C'est un roman écrit par Gaël Perrin-Guillet et qui s'intitule Temporis. Je trouve la couve très très jolie. On est à Londres en 1890, dans un monde apocalyptique avec une lutte des classes, quelque chose d'assez classique, en tout cas au départ. On suit Enora qui découvre une machine à voyager dans le temps et qui décide d'aller dans le passé pour tenter de réécrire l'avenir. Donc, quelque chose d'assez classique, mais moi, le voyage dans le temps, j'aime bien voir comment il est traité et du coup, je me dis que ça peut être une occasion de découvrir une façon de voir ce voyage dans le temps un peu différente. Je vous parle maintenant d'une saga dont va sortir un hors-série le 18 avril. C'est la saga Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, qui sort chez Les Moutons Électriques. Alors, il y a 4 tomes de sortie pour l'instant. Je crois pas, mais j'en suis sûre, il y a un 5e tome sur le feu qui ne sort pas encore. Mais en attendant, on a ce petit hors-série qui sort. Je crois que c'est des nouvelles qui racontent des petits passages dans l'univers du Sentier des Astres. Le tome 1 de cette saga s'intitule Manesh, le tome 2 Shakti, le tome 3 Meijo et le tome 4 Jaunes Yeux. J'ai le tome 1
dans ma palle que je me suis procuré très récemment puisque je l'ai pris aux Oniriques en version poche, puisque je ne savais pas trop si j'allais aimer ou pas. L'auteur que j'ai rencontré du coup est extrêmement sympathique et franchement, si vous avez l'occasion de le croiser en salon, allez le voir pour qu'il vous fasse un petit topo de son roman, enfin un petit pitch, parce qu'il est excellent pour ça et si vous repartez pas avec le livre, moi je comprends pas. Hein. En tout cas, on est quelque part dans la Nordic Forêt de Viantrir, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, et on suit un navire donc dont le capitaine Rana remonte le fleuve pour essayer de retrouver le roi d'Isère qui est un oracle qui est censé savoir comment influencer sur le cours de la guerre. Mais en fait, on sent que ce capitaine a peut-être d'autres desseins. L'équipage donc n'est pas sûr de... Enfin, se pose pas mal de questions. Et en plus, pendant le voyage, ils vont recueillir un homme à l'article de la mort, en fait, à la dérive, très loin de la civilisation. Donc, qu'est-ce que faisait cet homme-là, etc. Bon, bref, plein de questions. Je vous raconte très mal, franchement. Si vous aviez entendu Stéphane Plateau me le raconter, je pense que vous auriez signé tout de suite. En tout cas, je me note cette sortie, puisque si cette saga me plaît, mais certainement que je continuerai avec même le hors-série. Je vous parle maintenant d'une sortie du 19 avril qui s'intitule Six couronnes écarlates. C'est un tome 1, l'autrice est Elisabeth Lim et ça sort chez Rajo. Je trouve la couve tout simplement sublime, j'adore ces couleurs-là, enfin moi c'est vraiment des couleurs qui me plaisent beaucoup, c'est un petit peu ton pastel comme ça. Mais pas que, j'aime beaucoup aussi le résumé. Donc on suit Shiori qui est en fait porteuse d'une magie ancestrale. Et en fait elle va être maudite par sa belle-mère qui est la reine sans nom. Et du coup elle ne peut plus parler. C'est-à-dire que si jamais elle prononce un seul mot, la reine tue un de ses frères qu'elle a transformé en grue. Donc elle est exilée, elle est muette et en fait elle va devoir tenter de trouver des solutions pour briser le sort et pour sauver son royaume. Et pour ça elle va être aidée, peut-être, par le mystérieux fiancé qu'elle a rejeté avant même de le rencontrer. Voilà, ça a l'air d'être une histoire sur fond asiatique, forcément sur les légendes asiatiques, etc. Et ça a l'air vraiment très très sympa. Un roman qui m'intrigue vraiment beaucoup, qui sort donc le 20 avril et qui a été écrit par Nina de Gramont, qui sort chez Le Cherche Midi. En fait, c'est l'affaire Agatha Christie. Je ne sais pas si vous savez, Agatha Christie, donc la vraie, hein, l'autrice, en 1926, donc elle vivait à Londres avec son mari. Elle est déjà célèbre à ce moment-là et en fait, elle découvre que son mari la trompe et qu'il veut divorcer. Et suite à cette annonce, elle disparaît pendant, je crois que c'est 1 semaine ou 10 jours, je ne sais plus. En tout cas, elle disparaît pendant un petit laps de temps. Mais vraiment, plus personne ne l'a vue. Elle disparaît complètement de la circulation et on n'a jamais su ce qu'elle a fait pendant cette courte période. Et donc, cette autrice décide de se pencher sur l'affaire et d'essayer de savoir ce qui s'est passé pendant cette fameuse semaine à Londres en 1926. Voilà, et comme je suis grande fan d'Agatha Christie, je suis plutôt intriguée par ce titre. On reste sur le 20 avril avec une sortie chez Scrinéo, c'est L'île des porte-chances, écrit par Lucie Eligenstein, j'espère que je le prononce bien, ou Eligenstein, je ne sais pas. On y suit Lou. Alors on est dans un monde où post-apo, a priori, la Terre ne tourne plus, donc il y a des faces qui sont tout le temps en jour, une face qui est tout le temps la nuit, si vous avez bien compris ce que je voulais dire, et des lieux intermédiaires. Lou vit sur l'île d'Aube Grise, où en fait il ne fait jamais vraiment jour, ni jamais vraiment nuit, et sa mère est une porte-chance au service du gouvernement. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être un pouvoir quand même, hein, d'avoir un don particulier. Et puis, en fait, il va y avoir de nombreux habitants des terres obscures qui commencent à affluer donc sur l'île. Et Lou décide d'envoyer... non, la mère de Lou décide de l'envoyer vers le midi, loin de l'agitation, parce que, a priori, il y a quelque chose qui se trame dans les terres obscures. Et donc, on va suivre le périple de Lou entre la découverte de ses pouvoirs de porte-chance et du coup, ce voyage qu'elle va entamer. Ça a l'air assez original. Je sais pas moi j'ai pas jamais lu de choses dans ce type-là, donc pourquoi pas.
Je vous parle maintenant d'un tome 2 de saga qui sort chez Inceptio le 24 avril. C'est Cry for Help. Non, Ask for Help, pardon, c'est le titre du tome 2. Cry for Help, c'est le titre pardon, du tome 1 et c'est écrit par Liane Faust. On y suit Alice qui arrive dans un nouveau lycée et en fait elle découvre qu'il y avait une fille dans ce lycée qui lui ressemblait trait pour trait et qui a disparu 2 ans plus tôt. Elle va donc, avec son nouvel ami Alex, mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est plutôt intriguant. Le tome 1 est dans ma wishlist depuis sa sortie, je pense. Je pensais que c'était un one-shot, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait un tome 2 sur ce roman. Donc maintenant que le tome 2 est sorti, je me dis que ça serait peut-être le temps de me lancer. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai déjà lu, mais qui ressort en fait, c'est une réédition. C'est Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, qui est donc réédité par Hachette et qui sort le 26 avril. Il avait été édité une première fois chez Snag, pour des raisons dont on ne sait pas grand-chose et dont on n'a pas besoin de savoir. Laetitia Danaé a récupéré son roman pour le proposer chez Hachette. A priori, d'après ce que j'ai compris en suivant son Instagram, il semblerait que le roman a été remanié. Donc l'histoire que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimée sera a priori légèrement différente. Donc je pense que par curiosité, je me lancerai dans cette lecture à un moment ou à un autre, parce que c'est un tome 1 et que en ayant lu le premier tome, j'avais très envie de découvrir la suite. Donc pourquoi pas recommencer la saga avec cette nouvelle édition. Donc on suit Oko, on est dans une fantaisie sur fond de légende africaine, c'était vraiment super. Donc Oko utilise la magie en fait des fleurs, si ma mémoire est bonne. Et en fait, normalement, la magie est réservée aux hommes. Et un jour, l'envoûteur du royaume va parcourir donc le royaume à la recherche de son apprenti. Il va donc sélectionner des jeunes et Oko, contre toute attente, va être parmi cette sélection. Et voilà, donc elle va se retrouver avec d'autres candidats à devoir faire ses preuves pour que l'envoûteur choisisse son prétendant, son apprenti. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce roman. En tout cas, moi, je pense que j'y retournerai. Ensuite sort le 26 avril un roman que je ne m'attendais pas à voir, tout simplement parce qu'il a été écrit par Mary Higgins Clark, qui est donc décédée en 2020, il me semble. Ouais. Bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, a priori, elle avait écrit ce roman avant son décès. Et donc, Albin Michel a décidé de le sortir. C'est un roman qu'elle avait écrit à 4 mains avec Alastair Burke, donc qui était sa partenaire sur ses derniers romans a priori. Hein, mais je pense que j'ai pas lu les derniers, je sais pas, parce que je me rappelle pas justement avoir lu de romans avec cette autrice Alastair Burke. Pourtant, en général, je suis toutes les sorties. Bon, je sais pas, il faudra que j'y revienne. En tout cas, ce roman, c'est Les Enfants du Guet. Donc, comme je vous disais, ça sort chez Albin Michel. Et c'est une espèce de suite d'un de ses romans d'il y a très très longtemps. Un de ses premiers, je crois, qui s'appelait La Maison du Guet, que j'ai lu il y a très longtemps, dont j'ai très peu de souvenirs, du coup. Et donc, on va y suivre donc les 2 enfants qui apparaissaient dans La Maison du Guet, Mélissa et Mike, et ils vont se mettre en fait à la recherche de la belle-fille de Mélissa quand elle va disparaître, en se basant sur leur propre vécu, dont je ne vous parle pas puisque ça serait vous spoiler La Maison du Guet. En tout cas, je suis très curieuse de peut-être découvrir ce roman. J'enchaîne le 26 avril avec la sortie de la 3e intégrale de Maeve Regan, écrit par Marika Gellman et qui sort chez Bookmark Infinity dans leur collection Urban Fantasy. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai la première intégrale dans ma palle. C'est une saga que j'ai déjà lue, qui est sortie en 5 tomes. Bookmark a décidé de la rééditer, mais cette fois avec un 6e tome. Donc on a 3 intégrales. Le premier intégrale regroupe Rage de dents et Dents pour dents, tome 1, tome 2. La deuxième intégrale regroupe le tome 3, tome 4, La dent longue et à pleines dents. Et celui-ci, qui sort le 26 avril, regroupe le tome 5 et le tome 6, Sur les dents et Entre l'ombre et la mort.
Voilà, on y suit Maëve Regan qui est une étudiante qui profite de sa vie étudiante et puis un jour, une bande de vampires va saccager son appartement et elle va être victime d'une tentative de kidnapping pour une sombre histoire de prophétie. Donc autant dire que ça lui plaît guère et de là va partir toutes ses aventures. J'aime beaucoup cette saga, je l'ai beaucoup aimée la première fois que je l'ai lue. C'est certainement une des premières, si ce n'est la première saga d'Urban Fantasy que j'ai lue. Donc, je me note les sorties et je me les procurerai quand j'aurai le temps, en tout cas, de relire au moins la première intégrale, histoire de me remettre dans le bain. Et le dernier que je vais vous présenter est une sortie de De Saxus. En général, vous savez, je ne vous présente que peu de romans de De Saxus parce que j'ai toujours peur qu'au final, ils changent leur date de sortie. Celui-ci m'a plu, je vous l'accorde, pour une raison tout à fait superficielle. Ben, c'est qu'il y a des personnages qui sont à moto, voilà, vous voyez sur la couve, c'est les Chevaliers de Sombre Cœur de Lord Eve qui sortent donc le 27 avril. On est à Londres, l'électricité est une monnaie et on voit des chevaliers qui sont des combattants en moto et qui sont des célébrités. La magie est partout dans ce monde-là, mais elle est interdite. Et là, on va suivre un jeune bâtard qui est doué de magie et qui surprend tout le monde en devenant roi, bien que ce soit malgré lui a priori. Et on va suivre également une jeune femme qui a un passé secret et qui s'entraîne pour devenir une chevalière dans le seul but de se venger. Voilà. Donc, une héroïne à moto, banco, j'ai pris. On verra bien ce que ça donne. Voilà en tout cas pour les 27 sorties grand format. Je vais maintenant vous présenter les deux petites sorties poches que j'ai repérées. Ça va donc aller plutôt vite avec le premier poche que je vous présente qui est le poche de Karen Pont. Je pense qu'en parallèle de la sortie grand format, systématiquement ils sortent le précédent en poche. Donc celui-ci c'est Et que quelqu'un vous tende la main et ça sort chez Pocket. On y suit Valeria et Anna. J'ai déjà d'ailleurs en le relisant, je pense que je vous l'avais présenté à sa sortie grand format. Bref, on y suit Valeria et Anna qui débarquent dans une maison de repos pendant un été. C'est une maison qui est là pour accueillir les personnes qui ont été abîmées par la vie, voilà, pour le temps qu'ils s'en remettent. Hein. Et ils vont faire la connaissance de Charline, qui est propriétaire d'un salon de thé juste à côté. Et puis en fait, il va y avoir une terrible épreuve qui va tomber sur le coin du nez de Charline, et Valeria et Anna vont décider de mettre de côté leur propre souffrance pour lui venir en aide. Voilà, ça a l'air d'être cocooning et plein de bonnes ondes, donc voilà, c'est pour ça aussi que me plaisent les romans de Karen Pont. Et le second que je voulais vous présenter, c'est un roman que j'ai déjà lu, ou plutôt que j'ai écouté en audiobook et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans l'œil, c'est très désagréable. Donc on va l'enlever. Voilà. Et donc je vous disais, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Extincta de Victor Dixon, donc il sort en poche chez PKJ et qui va même sortir avec un nouveau titre. Il va s'intituler La dernière histoire d'amour. Ça résume assez bien ce dont vous allez découvrir dans ce roman. On y suit Astrea, qui est née dans les bas-fonds, et le prince Océan. On est dans le royaume de Véridienne, et l'espèce humaine va disparaître dans 255 heures. Voilà, Astrea ramasse des algues, donc elle a un métier très dur et très physique, et en fait sa vie va basculer le jour où son frère va être accusé de sacrilège et condamné à mort. Et à côté de ça, on suit le prince donc Océan, qui lui était censé succéder à son père sur le trône, sauf qu'il a été victime d'un grave accident et il a perdu une jambe. Et du coup, dans ce monde-là, tu as une jambe en moins, tu es devenu quelqu'un de trop faible pour devenir roi. Donc voilà. Et ces deux personnages vont forcément se rencontrer et vont vivre une aventure. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la tension petit à petit vers la fin de l'espèce humaine. Et c'était vraiment sympathique à lire. Je vous le conseille, surtout maintenant qu'il est sorti en poche, avec une super couverture d'Aurélien Polis. Pourquoi hésiter? Je passe maintenant aux 3 romans graphiques que je vais vous présenter. Ce n'est pas souvent que je vous présente autant de graphiques dans une vidéo sortie libresque, mais là pour le coup, il y en a 3 qui m'ont fait de l'œil. Le premier c'est God with the Wind, le tome 1 de Pierre Alary, qui n'est autre que une BD sur le roman Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell, tout court, je ne sais pas vous connaissez.
Et donc on suit une jeune fille riche au début de la guerre de sécession. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, en tout cas je l'ai feuilleté un petit peu, je trouve que les graphismes sont assez jolis et je me dis que ce serait peut-être le moment de découvrir cette histoire parce que mine de rien, je ne la connais pas. Le deuxième, c'est La femme à l'étoile qui sort le 5 avril. Je vous ai dit quand est-ce que sortait, bon ça sort le 5 avril de toute façon. Donc La femme à l'étoile qui est écrit par Anthony Pastor et qui sort chez Casterman. On est à la fin du 19e dans le nord-ouest des États-Unis. Et on suit Zachary et Pearl qui sont deux fugitifs et qui se rencontrent donc sur leur chemin de leur fuite. Et ils vont s'allier face aux marshals qui sont venus les capturer. Et ils comptent bien résister aux représentants de la justice entre guillemets dans le résumé. Donc on ne sait pas ce que ça cache, qui viennent les assiéger. Voilà. Western avec un petit côté féministe, je prends. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est encore une sortie du 5 avril, les 3 BD sortent le 5 avril, de toute façon, c'est Le héros du Louvre, le tome 1, la Joconde a le sourire, de Elie Chouraki et Laetitia Despédry, donc qui sort chez Glénat. Et là, en fait, l'auteur raconte l'histoire de son grand-père. Son grand-père était gardien au musée du Louvre et en fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, il va transporter à l'abri des œuvres du Louvre pour les protéger. Et donc, on va suivre ce périple avec sa famille et ses œuvres. Et voilà, le périlleux voyage qu'ils ont vécu. Et ça a l'air vraiment très intéressant. Les dessins sont très jolis. Si l'occasion se présente, je pense que ce roman graphique pourrait beaucoup intéresser. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter les sorties livresques d'avril que j'ai repérées. N'oubliez pas de voter pour celui que vous aimeriez me voir lire et chroniquer pour le mois prochain. N'hésitez pas aussi à me dire ceux qui vous intéressent, ceux qui ne vous intéressent pas du tout. Et comme d'habitude, si vous en avez repéré d'autres que je n'ai pas vus, pourquoi pas, si ça peut agrandir ma wishlist. Je n'ai pas de scrupules avec ma wishlist, hein, autant vous dire qu'il doit y avoir au moins entre 400 et 500 romans sur cette wishlist et ça ne me fait absolument rien, donc je peux en rajouter, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, c'est pas dit que je franchisse le pas, mais je suis toujours contente de pouvoir découvrir de nouveaux titres. Voilà. Je vais arrêter pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer, mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous souhaite de découvrir d'excellentes lectures et de venir m'en parler. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!